il y a comme 2-3 big boss en haut des radios qu'eux, ils trippent pas tant sur ma voix, fait qu'on se fait fermer les portes un petit peu. Et j'ai aucune haine envers vous autres en passant, c'est juste que... Ben non, mais ça marche de même, c'est la réalité. clair, là. Si des auditions demain matin, c'est à est-ce que t'as un intérêt? Je vais vous donner un scoop. Ouais. Vas-y donc Je vais dedans, me rapprocher de la caméra pour... Ouais. C'est secret. Non, c'est pas tant secret, mais en fait, moi, Star Academy m'avait contacté cette année-là. On se voit pas aussi souvent que ce qui est montré à la télé. C'est vraiment quand même short. On passe plus de temps avec David Laflèche, qui était comme le directeur musical. Puis on passait plus de temps avec nos recherchistes attitrés qu'avec le coach. Les recherchistes. Il m'en fait pas grand-chose. Puis je call off aujourd'hui, vous la connaissez. Ça prendrait un peu de cafon de bière sur le bord de la mer. Des vieux chums puis repartir en arrière. J'attends pas qu'on garde les pieds sur terre. Les meilleures histoires naissent dans la poussière. Philippe Tremblay. Oui. Oui, on te connaît sur les réseaux, entre autres. T'as Oui. fait La Voix, t'as fait le Bossu de Notre-Dame, t'as fait une couple d'affaires. Une coupe, on va dire ça comme ça. J'ai roulé ma bosse pas mal, mettons, les dernières années. Un petit peu. Là, est-ce que officiellement t'as lancé ta carrière solo puis tu t'as fait une croix sur Notre-Dame de Paris? T'en es où là actuellement? On veut le savoir. Hey, je pourrais pas dire que j'ai fait une croix sur Notre-Dame parce que ça va toujours rester. Je pense qu'au fond de mon cœur, Notre-Dame, il est encore là, tu sais. Là-bas, sans dire que je la sens encore dans mon dos, tu sais. Tu sais, j'ai pas quitté Notre-Dame de Paris, mais j'ai décidé que pour moi, les grosses tournées, de plus d'un mois, j'arrêtais ça là, puis que j'allais plus être un backup plan. Tu sais, on a pris le temps quand même de trouver quelqu'un puis de le former quand même pour essayer de me remplacer temporairement. C'est sûr que je pense qu'ils aimeraient ça que je revienne quand même, vu que je suis habitué. Ça fait quand même 3 ans que je fais ça non-stop. Mais tu sais, pour l'instant, moi, je veux vraiment prioriser mes projets solo. Tu sais, ça commence vraiment comme à décoller. On le voit sur les réseaux sociaux. Ça faisait quand même un bout que j'y pensais, qu'il fallait que je fasse le pas. Mais tu sais, avec le buzz qu'on a eu, je pense que ça m'a comme prouvé qu'il fallait que, OK, là, c'est le temps de passer à autre chose. Ça fait quand même 3 ans qu'on fait ça non-stop. C'est le temps, je pense, d'aller voir ailleurs. Mais je reste quand même disponible pour la troupe quand même en dépannage de temps en temps. Ta carrière, on va commencer par le début. Ouais. Ça a débuté avec La Voix? T'étais-tu chansonnier avant? Tu pensais-tu faire une carrière là-dedans? Ça a commencé où? Et bon, ben ça a commencé quand même jeune. Quand même jeune. Je pense que j'avais comme 9-10 ans quand j'ai commencé vraiment à vouloir faire un peu de musique. Tu sais, pas professionnellement, mais tu commences à en faire tranquillement, pas vite. Tu sais, puis rendu comme vers 13-14 ans, tu sais, bon, tu commences au secondaire. Là, je commence à m'impliquer de plus en plus, puis je me dis, crime, faut que j'aille ailleurs. Enfin, je commence à aller proposer mon nom dans des événements, je commence à aller dans les restos-bars de la région, tu sais, puis je me dis, crime, je veux développer ce côté-là. Puis tranquillement, pas vite, les gens ont commencé à me connaître, surtout dans ces âges-là. Écoute, je jouais à la Bohème dans Charlevoix, pour ceux qui savent un peu c'est où, tu sais, je jouais quand même assez fréquemment là. Comme chansonnier, là, vraiment, ouais, c'était par chansonnier, plaisir. Okay. Oh oui, comme on reprenait du québécois, j'en reprenais vraiment comme les chansons qui me plaisaient vraiment beaucoup. Puis pour vrai, ça m'a formé vraiment. Écoute, pendant comme 3-4 ans, j'ai fait ça de l'événementiel un petit peu, des restaurants, des bars, tout ça. Puis c'est vraiment ça qui m'a formé. J'ai pris quelques petits cours de chant à travers ça de temps en temps. Je faisais secondaire en spectacle, puis tout ça, puis quand même quelques petits événements. Ah, tu t'es rendu loin à secondaire en spectacle. Oui, je me suis tellement impliqué dans le projet à chaque année, tu sais, qu'on se rendait quand même très très loin. Je faisais quand même beaucoup de choses. Je jouais des fois du drum dans un groupe. Je chantais après la majorité du temps quand même. Mais je me suis impliqué pas mal, en plein d'affaires. Puis, on s'entend, ça a toujours été en toi de ta passion. C'est ça qui t'animait. Tu te levais le matin, t'avais hâte de chanter, t'avais hâte de jammer. 100%, mais tu sais, au début, il y a quand même eu des petits questionnements. Tu sais, pour les parents, on s'entend que quand ton jeune, il a 13 ans, qui dit « je veux faire de la musique », t'es comme « ok, bon, c'est une passion, mais tu sais, essaye d'aller vers de quoi peut-être un peu plus rationnel, tu sais, d'avoir un peu plus stable. Ouais, c'est ça, safe dans le sens, mais c'est vraiment, c'est La Voix la première fois qu'on t'a comme senti une espèce d'explosion ou que, OK, là, peut-être que tu pourrais faire une carrière ou non? Comment ça s'est passé? Je pense que mes parents le savaient un peu, tu sais, je les lâchais pas avec ça, puis j'étais tellement intense, tu sais, on s'entend, je pratiquais à tous les jours, j'avais tout le temps un projet derrière la tête, même quand j'avais comme 15-16 ans, j'avais un projet, je voulais former un band, je voulais avoir mes musiciens, je voulais faire tel show, je voulais faire tel événement, hey, j'allais voir le festif de Baie-Saint-Paul, j'étais comme, hey, je veux jouer pour vous autres, tu sais, puis je commençais, j'étais jeune, personne me connaissait, puis je pense qu'ils se sont dit, OK, il fait pas juste ça comme les petits jeunes de son âge, lui, il veut pousser à la POC le plus loin possible. Puis je pense que tranquillement, pas vite, ils se sont fait à l'idée. Mais c'est vrai qu'avec La Voix, là, ça a comme été vraiment le... C'était en quelle année, ça? Hey, c'était en 2019 que j'ai... Ça a commencé en 2019, mais à la télé, ça a passé en 2020. OK. J'avais 16 ans dans le temps, là. C'est bon. J'étais jeune en tabarouette. Puis tu trouves qu'il y a eu un avant puis après dans ta...
ta carrière qui commençait? Ouais. Ben, vraiment, parce qu'il y a aussi eu la pandémie. il y a eu plein d'affaires qui sont passées entre les deux. Quand ça a commencé avec la voix, ben, la pandémie est arrivée. Les shows de région ont pas eu le choix de finir vu que c'était la pandémie. Puis j'ai déménagé, écoute, en plein début de pandémie, je me suis rendu à Blainville, ça arrive nord de Montréal, pour essayer de me starter une petite carrière, d'essayer de faire ça. Fait que ça a vraiment eu comme... ça a vraiment eu un clash. Vraiment, la voix, ça m'a permis d'aller à Montréal puis d'avoir comme une espèce, pas les premières portes ouvertes, mais oui, d'avoir des premières portes ouvertes, de rencontrer des gens, puis ça m'a permis d'avoir un peu plus de notoriété que le gars qui vient de région puis qui a rien fait avant, tu sais. Ça vient qu'une crédibilité, là. Veux pas oui. que tu demeures ça. Il y a encore à ce jour, les gens doivent te le nommer, t'en parler, là. Ah ben oui, mais on le mentionne souvent, c'est surtout en plus avec Garou qui était mon coach, tu sais, il y a quand même beaucoup de ressemblances, puis c'est rendu jusqu'en demi-finale, fait que les gens sont, tu sais, ils ont quand même pris le temps, ils ont eu le temps de se rappeler de moi quand même. Mais ça marche comment avec les professionnels, les coachs et l'émission qu'on voit? Bon, vous parlez, mais vous les rencontrez combien de fois, une fois par semaine, une fois? Ça ressemble à quoi la relation? T'sais? Y a-tu plus que le show un peu? Ou ça va paraître un peu décevant pour le monde à la maison, mais c'est vrai qu'on se voit pas aussi souvent que ce qui est montré à la télé. C'est vraiment quand même short. On passe plus de temps avec David Laflèche, qui était comme le directeur musical. Puis on passait plus de temps avec nos recherchistes attitrés qu'avec le coach. Les recherchistes à la voix? On avait il y avait des recherchistes. Ils font quoi? Ils s'occupaient de nous autres. C'est eux qui devaient faire le contact entre nous autres puis la production. C'est vraiment eux qui étaient comme un peu les mamans des chanteurs. Okay. Les chanteurs, les nounous. C'était vraiment eux qui s'occupaient plus de nous autres un peu. T'sais, les coachs étaient présents quand il fallait avoir les enregistrements. T'sais, quand il y avait les pratiques aussi, ils étaient présents. Puis c'est le fun parce que j'ai quand même eu la chance de me rendre loin. Fait qu'avec Garou, à un moment donné, on avait des petits insides entre lui et moi. Fait quand même, on a eu la chance d'avoir un début de relation qui était plaisant. Mais tu sais, ceux qui sont partis dans les premières semaines, c'est vrai que le temps avec le coach était quand même limité. On était 12 dans l'équipe en partant. Tu sais, ça a quand même parti vite, là. Après la première semaine, en fait, après les premiers tournages, il en restait 8. Après ça, on était juste 6. Puis après ça, on est 2. Fait que ça part quand même assez rapidement. Mais vu que je suis rendu loin, j'ai quand même eu la chance de partager un peu avec lui, là. On n'est pas tout le monde en parle, mais je veux quand même te poser la question. Charlotte Cardin avait avoué qu'elle, finalement, avec le passé, elle était contente de ne pas avoir gagné. Ouais. C'était une bénédiction pour elle. Est-ce que toi aussi, tu es d'accord d'une certaine manière avec elle? Je pense que je suis d'accord. Ah ouais? Je suis d'accord parce que, tu sais, quand tu gagnes la voix, ça vient avec un contre-disque. Ça vient avec comme des trucs où tu es un peu limité dans ta carrière. Puis moi, au niveau de ce que j'étais quand j'étais jeune, tu sais, j'étais en train de me découvrir un petit peu. J'étais encore en recherche de ce que je voulais faire dans ce temps-là. Tu sais, les gens m'ont découvert là, mais mon style n'était pas défini. Et je pense que si j'étais rentré directement dans une grosse boîte, on m'aurait étiqueté avec un modèle, on va dire, d'artiste. Et c'est peut-être pas ce modèle-là que j'aurais voulu garder pendant les 5 années qui ont suivi après. Donc, c'est surtout dans un développement. Écoute, j'avais 16-17 ans. Le développement de la personne n'est pas encore là. Je connaissais pas. Ben non. T'as quel âge, là? Là, j'ai 22. 22 ans, OK. Et j'ai 23 la semaine prochaine. OK. Quand ça va sortir, probablement, je vais avoir 23. Peut-être. Mais quand même, on s'entend. Aujourd'hui, je serais probablement beaucoup plus prêt à signer avec une grosse maison. Mais encore là, je pense que même aujourd'hui, avec mon développement, je pense que je préfère rester indépendant. Avec le background que j'ai, avec tout ce qui s'est accumulé au fil des dernières années, je pense que je suis bien de travailler avec moi-même, avec ma petite équipe. Je préfère avoir vraiment tout le contrôle sur ce que je fais, puis d'avoir pris le temps aussi dans les dernières années de me développer à 100%, puis de savoir un peu plus aujourd'hui ce que je veux donner aux gens, ce que je veux leur dire, le feeling que j'ai envie de leur faire. On s'entend, ce que j'ai chanté à la voix il y a 5-6 ans de ça, c'est pas nécessairement de quoi que je ferais en show aujourd'hui. Peut-être à part quelques exceptions. J'ai fait des chansons que j'adore. Comme il y a eu La Chasse-Galerie de Claude Dubois. C'est un méchant trip de chanter cette chanson-là. C'est cool. Mais j'ai chanté une toune de Léo Ferré aux auditions à l'aveugle. Un grand chanteur français que j'adore. Mais je pense pas que ça colle moins avec ton style. Aujourd'hui, ça fait un peu moins. Même si on avait refait une version vraiment à ma sauce, genre aujourd'hui, j'assume vraiment beaucoup plus le style chansonnier, le style québécois. La voix reste quand même sensiblement la même, mais même là aussi, la voix elle a évolué depuis ce temps-là. La voix a perdu un peu de rauque, elle a guéri aussi depuis ce temps-là. Fait qu'il y a tellement de choses qui ont changé. On pourrait en jaser pendant des heures. Oui. Mais là, je veux t'entendre là-dessus parce qu'il y a eu un énorme buzz l'année passée avec Starac. Puis je sais que c'est différent, la formule. Est-ce que toi, si des auditions demain matin, Starac, est-ce que t'as un intérêt qui serait porté? Parce que là, on est plus dans l'apprentissage. C'est ça, c'est difficile. Techniquement, tu peux-tu, même si tu as déjà une carrière sur le. Ben oui, il y en a plusieurs. Il y en a, Et je vais vous donner un scoop. Vas-y, dedans. Rapprocher de la caméra.
C'est secret. Non, c'est pas dans le secret, mais en fait, moi, Star Academy m'avait contacté cette année-là. Et on se retrouvait avec un dilemme où j'avais Notre-Dame de Paris qui me proposait 1 an en Chine et Star Academy qui me proposait un dimanche assuré, là. Mais c'est ça. Il me proposait pratiquement de passer à l'émission. Bon, il ne pouvait pas me garantir de rentrer dans la maison, mais il me proposait quand même de participer à l'émission et de faire, ils m'avaient comme un peu planifié dans leur schéma. Puis je trouvais ça super le fun. Sauf que là, on avait vraiment un dilemme de comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on priorise la Chine, qui est comme aussi, une expérience humaine qui est incroyable, mais aussi un salaire à l'année qui est fixe. On avait vraiment comme un projet à l'année qui allait être certain. Ou est-ce qu'on prend le risque d'aller à Star Academy? On a une visibilité, bien sûr, au Québec qui n'est pas la même que si j'étais parti en Chine, sauf qu'on prend le risque que peut-être qu'après une semaine, je ne serai plus là. C'est ça. Fait que est-ce que je vais sacrifier 1 an de show puis 1 an d'expérience pour peut-être 1 semaine ou peut-être 2-3 mois? Il y avait quand même un jeu à faire, tu sais. Puis on avait très, très peu de temps pour choisir. Finalement, on a décidé de choisir Notre-Dame de Paris. Je le regrette. T'es allé avec la sécurité. Ben, avec la sécurité, puis aussi l'expérience de vie. Je voulais voyager, je voulais voir des affaires. J'aurais jamais fait cette trip-là ailleurs qu'avec Notre-Dame de Paris. Je pense que c'était une opportunité qui arrivait peut-être juste une fois. Puis on se disait peut-être que Star Academy va peut-être revenir éventuellement. Ouais. Bref. Mais la porte est-tu ouverte encore s'il te rapproche dans l'avenir? Je pense que je vais prendre le temps de se penser. Okay. Peut-être. On verra. C'est compliqué parce que on est encore artiste émergent. Ouais. Mais comme, je travaille à temps plein dans la musique, fait que je me dis comme, je pourrais peut-être laisser aussi ma place à d'autres qui ont pas la chance de faire ça. Serais-tu mal à l'aise d'être là, de te dire, OK, qu'est-ce que les autres vont dire? J'ai déjà une petite carrière. J'ai peut-être un petit malaise avec le fait de revenir, vu surtout que j'ai déjà eu ma chance avec la voix. Je sais que d'autres l'ont déjà fait quand même. Il y a Catherine Sans Regret qui a fait la voix avec moi et qui s'est quand même rendu en finale de Star Academy. William Mixmania, puis que finalement, il a fait plein d'affaires comme ça. Mais je me dis, en plus de ça, j'ai la chance de vivre de ma carrière musicale, de faire Notre-Dame de Paris est quand même probablement la plus grande comédie musicale francophone qui tourne depuis 25 ans. Je suis pas à plaindre, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de chance dans ma carrière en ce moment. Donc, j'ai peut-être un petit malaise d'aller, puis je me demande aussi si revenir dans une émission de chant comme ça, est-ce que c'est comme un peu me mettre en danger? De ne pas mettre ma crédibilité en question, mais c'est quand même un questionnement qu'il faut se poser. Ouais. Est-ce qu'on fait un step back en allant là ou on prend un step de plus? Ouais. Il y a plein de questions à avoir là-dedans. Ta carrière, elle ressemble à quoi présentement? Tu le dis, artiste émergent. Les humoristes, on le sait, t'as les humoristes de la relève qu'on appelle, t'as les vrais humoristes. Toi, t'en es où là-dedans? Tu te considères où? Comment tu dis que t'as envie présentement? T'en vis-tu? Ouais. Ça, c'est la première question. Ben, écoute, moi, je vis à 100% de ma musique depuis 3 ans. C'est sûr que Notre-Dame de Paris m'a vraiment permis de vivre de ça à 100%. Puis depuis 3 ans, c'est ça mon revenu principal. Puis je me disais, si je quitte Notre-Dame de Paris, est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que je vais perdre du revenu? Puis je me suis dit, je vais l'essayer quand même, parce qu'il faut quand même y penser. Je veux dire, c'est un revenu fixe à l'année, on le quitte. Est-ce que là, revenir à des contrats, c'est vraiment travailler au contrat. Fait que c'est un jour va être, chaque semaine va être différente. Sauf que finalement, depuis que je suis quitté, ben pour vrai, je me rends compte que, vu le buzz qu'on a eu sur les réseaux sociaux, ben les demandes de spectacles sont là. Donc, pour vrai, le revenu continue de rentrer quand même. Donc, je suis vraiment pas à plaindre à ce niveau-là. Et ça me permet de vivre 100% de ma musique quand même. Puis, je suis le premier surpris parce que on filme ça. On est en octobre en ce moment. C'est pas la saison des festivals. Ouais. Mais pourtant, je continue à vivre de ma musique sur différents... autant sur les plateformes en ligne, les plateformes de streaming qui, depuis Fond de bière, ont fait quand même exploser un peu les compteurs. Un peu. Un petit peu. Là, on est à combien de streaming? On a-tu atteint le million? Ou... Sur Fond de bière, on a dépassé le million. Okay. On est à 1 million, je pense, 40 000 ouais. en ce moment. On l'a vraiment dépassé. C'est vraiment un gros chiffre. T'sais. On s'entend, je suis millionnaire de streams. Je suis pas encore millionnaire à l'argent. On va savoir ton cadre, ça s'en vient. ça se passe comment, ça, une chanson de même, un hit? T'sais, on n'est plus à l'ère des CD. Hein? T'as pas grandi là-dedans. Fait que toi, tout ce que tu connais, veux pas, c'est qu'il faut que je fasse des shows. Puis là, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. Avec TikTok, t'as besoin d'un 10 secondes. Ouais. Pousses-tu à faire des chansons qui sont... Il y a un maudit bon 10 secondes dans ma tête, peut-être que ça va virer, ou c'est difficile de trouver l'espèce d'équilibre entre ça va pogner ou ça me plaît. Ben nous, on le vit comme journaliste. Oui, on le vit avec les réseaux. Là. Mais c'est dur de trouver le juste milieu parce que, tu sais,
faut plaire à un certain moule. Il faut plaire comme aux gens à la maison, mais il faut que ça rejoigne le plus de gens possible. Il faut que ça fitte dans l'univers TikTok. Maintenant, vu qu'on est rendu là-dessus, il faut que ça fitte ces réseaux sociaux, mais en même temps, faut pas se dénaturer, il faut pas se perdre et s'empêcher d'aller dans une création qui soit plus personnelle non plus à travers ça. Donc, c'est ça de trouver un juste milieu. Fait que c'est sûr que dans les singles, quand c'est radio, on peut se permettre d'aller dans des chansons qui sont plus TikTok, des chansons qui sont plus ouvertes. Comme Fond de bière, on s'entend, c'est très grand public, ça a marché, ça allait rejoindre les gens à plusieurs niveaux. Fait que c'est sûr qu'il faut essayer de continuer dans cette vibe-là. Mais par contre, mettons que je sors un album de 12 tunes, là. Mettons que je mets 6 singles sur les 12 tunes, il me reste quand même un 6 tunes que je peux me permettre d'être quand même plus créatif, plus créatif, d'aller chercher des univers que, mettons, que j'aurais pas pu faire avec Fond de bière, parce que ça, faut vraiment viser sur une tune qui va faire la pub pour le reste des autres chansons. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a quand même une stratégie marketing, et c'est vrai que c'est plate de devoir créer en fonction d'une stratégie marketing. Ça, c'était ça, Fond de bière? C'était-tu il faut que ça spinne ou... Ben, il y a eu un peu de ça aussi à travers ça. Puis j'ai écrit cette chanson-là, j'étais en Chine. Là. Je me rappelle, j'étais dans la douche, puis à un moment donné, j'ai eu un feu de camp, un fond de bière, puis je fais, oh, OK, là, on fait quoi? Dans la douche. Vraiment, c'était tellement random, mais je me suis dit, OK, cette chanson-là, il y a de quoi à faire, juste à cause feu de camp, fond de bière, tout de ces deux phrases-là fonctionne. Ça se ressemble, il y a de quoi de catchy. On a un feu de camp qui est universel pour une toune d'été, puis on a fond de bière, feu de camp, fond de bière. C'est une nouvelle chanson d'emmener une toune sur la bière qui est un peu différente. Puis je me suis permis quand même d'un couplet d'emmener de quoi un peu plus recherché. Le refrain est très simple, on l'entend. Puis d'un couplet, je me permets un peu plus d'aller chercher des mots, des fois un peu plus chercher. Je dis un bonheur écliptique, d'aller chercher des trucs un peu plus... Tu sais, j'ai quand même un souci du détail, un souci d'avoir une qualité de chanson. C'est sûr que le refrain, il faut souvent qu'il soit le plus simple. Il faut qu'il rejoigne le plus de monde possible, encore une fois. Mais je me permets quand même toujours d'aller quand même chercher un peu plus de différence quand même d'un couplet et tout ça. Mais ouais, c'est vrai que Fond de bière a quand même été fait dans une optique de réseaux sociaux un petit peu plus que le reste des chansons, admettons. À quel point t'es accompagné ou épaulé là-dedans? Tu sais, il y a des grands artistes qui, on le sait, sont interprètes, mais bon, ils composent pas leurs chansons, ils se font proposer. Toi, t'en es où là-dedans? Est-ce que t'aspires à ça, qu'on te présente des chansons puis que tu les interprètes, ou tu veux conserver ta créativité? Puis... Hey, on m'a déjà présenté des chansons. Ouais. C'est arrivé souvent, mais ça a jamais cliqué à 100% avec ce que je voulais. T'avais toujours des doutes. Ouais, mais tu sais, puis à chaque fois devoir changer plein d'affaires à chaque fois, tu sais, je me sens mal pratiquement pour la personne qui a écrit la chanson, tu sais. C'est un peu complexe d'écrire pour quelqu'un, tu sais, c'est jamais 100% mon univers. Fait que j'ai un peu de difficulté avec ça. Je suis ouvert à composer et à écrire avec d'autres gens. Je l'ai fait avec Classe Moyenne notamment, où on a écrit une chanson ensemble et tout ça. Mais sinon, tout le reste des chansons, c'est 100% moi qui écris tout à 100%. C'est vraiment moi qui écris chaque note. Oui, on arrive en studio et je repratique, on refait aussi la musique avec mon réalisateur, Martin Aubin. Mais sinon, tu sais, vraiment, le reste, c'est vraiment 100% moi. Et pour l'instant, j'y tiens vraiment à ce que ce soit 100% moi qui écrive tout ça. Je trouve ça important. Puis, tu sais, quand j'écris, je suis dans ma tête, là. Ma blonde, elle sait. Quand j'écris, quand elle me parle pas, là, je suis dans ma bulle et genre... Tu lui fais savoir, là, j'écris. Là. Non, mais elle sait, quand je rentre dans un mode d'écriture, ça dure 1 à 2 semaines, là, puis il n'y aura pas de date pendant 1 à 2 semaines, là, tu sais. Je suis vraiment dans ma tête, tu sais. Je fais mes affaires, mon horaire est rodé, je me lève le matin, j'ai mon café, je vais au gym, je reviens ici. Une retraite fermée un peu, mais dans mon bureau, chez nous, okay. Puis je veux dire, comme je suis dans ma tête, ça spinne à 100 000 à l'heure. Pour vrai, je vois même pas le temps passer dans ces journées-là. Ça reste 2 semaines à chaque fois qui est intense. J'ai écrit une dizaine de tunes dans ce temps-là. Puis après ça, je m'amuse. Tu trouves les mots, puis après la mélodie, ou tu trouves la mélodie, puis tu mets des mots là-dessus, ça dépend? Écoute, moi, je fonctionne... Souvent, il y en a qui disent, on fait le texte en premier, ou on fait la musique en premier. Moi, c'est quand j'ai... C'est niaiseux, mais quand j'ai un refrain, ou quand j'ai un bout de refrain que je sais qu'il y a du potentiel, que ce soit quelque chose de catchy, que ce soit radio ou pas, quand j'ai un bout de refrain, paroles et musique, mettons, juste fond de bière, OK? Quand on dit, ça me prendrait un feu de camp, un fond de bière sur le bord de la mer, des vieux chums, puis repartir en arrière. Quand j'ai cette phrase-là, je savais que j'avais une bonne toune, le reste s'est fait naturellement. Et je vois vraiment, quand j'ai ce bout-là catchy, je sais que, tu sais, pour moi, l'essence, pas l'essence même d'une chanson, mais le cœur d'une chanson, c'est le refrain. C'est ça qui revient le plus souvent. Quand le refrain est catchy, là, les gens accrochent. Quand le refrain te parle, là, tu vas accrocher sur la chanson. Fait que moi, je me dis, quand j'ai un bon refrain, quand j'ai quelque chose de solide dans le milieu de la chanson, après ça, je peux me permettre de développer autour. C'est ma façon de fonctionner. C'est peut-être pas la bonne pour tout le monde, mais pour moi, à date, j'ai l'impression que ça fonctionne. OK. Je pense que il y a des résultats qui montrent que ça fonctionne quand même bien. Quand même, mais, mais avec la marée, admettons, ça a été à marée haute, à marée basse, puis quand j'ai eu cette phrase-là en tête,
le reste s'est fait autour de ça. Puis c'est ça que les gens ont enregistré, puis c'est ça que les gens, ça les a marqués, tu sais. Fait que quand j'ai cette essence-là de la chanson, quand j'ai ce petit bout de chanson, le reste se crée habituellement autour de ça. Je veux te parler de ta relation avec les réseaux sociaux. Je sais que Jean-Philippe, qu'on connaît bien, t'aide beaucoup derrière les réseaux sociaux. Mais tu t'en ris un petit peu également parce qu'on connaît tout le côté toxique des réseaux sociaux. Ouais. Puis t'en donnes, ils en prennent, t'en donnes. Les commentaires. Puis les commentaires, c'est ça que je t'allais t'amener là. T'en as, là. Puis ils commentent, ils commentent parce que ça retourne dans leur algorithme. Aïe. C'est tellement une game que j'ai de la difficulté à comprendre. On parle de JP, mais... Comme là, JP, c'est qui? Moi, je le connais pas. C'est Jean-Philippe Doucet. Il va regarder le podcast. On le salue. On le salue. C'est vraiment un super de bon chum. Puis je travaillais un peu avec lui depuis longtemps. C'est lui qui gère tes réseaux. Ouais, vraiment, avec moi, tout ça. Puis en avril 2024, on s'apprêtait à sortir La Marée bientôt. Puis il me dit, Phil, il faut absolument que tu te lances sur TikTok. Regarde des artistes comme Freds, qu'on connaît bien, qui vraiment a percé grâce à TikTok et tout ça. Il faut vraiment arriver à créer un genre de TikTok comme ça. Puis sur le coup, écoute, moi les réseaux sociaux dans ce temps-là, écoute, j'ai Facebook, Instagram, et moi, TikTok, c'est pas mon dada. Je connais pas ça. Puis je veux dire, chez nous, on n'a pas grandi non plus dans cette... Tu sais, mes parents étaient zéro sur les plateformes. Tu sais, on n'est pas technologique pantoute chez nous, là. Tu sais, fait ça a été vraiment un apprentissage, mais il m'a dit, faites l'affaire. Il m'a guidé pour commencer vraiment à trouver un style avec La Marée. On a essayé des premières vidéos, puis là, crème, ça commence à fonctionner. Puis là, on voit un certain engouement. Puis, tu sais, les premières vidéos, si je les réécoute, ça fait plus d'1 an de ça, sont pas de la même qualité de ce qu'on a aujourd'hui, mais ça a permis d'évoluer puis d'apprendre. Puis à chaque chanson, à force d'en faire, on a fini par comprendre un peu le modèle de ce que les gens recherchaient, mais en même temps, il faut aussi faire attention que sur les réseaux sociaux, il faut suivre une certaine tangente, mais en même temps, il faut être original. Puis il faut trouver comme vraiment la façon de faire. En 2 secondes, là. Oui, bien c'est ça. Tu peux pas copier ce qu'un autre a fait. Faut que tu sois innovateur, mais en même temps, faut que tu sois... Tu regardes ce qui marche, tu sais. Exactement. Faut que tu suives ce qui marche, faut que tu suives les trends qu'il y a sur TikTok. Hey, c'est complexe. Faut vraiment qu'à tous les jours, tu sois là-dessus, puis tu checkes, puis que tu sois vraiment à l'écoute, puis vraiment alerte sur ce qui se passe, parce que c'est hyper complexe. Puis TikTok aussi, l'algorithme change demain. Fait qu'il faut vraiment... C'est un autre monde, franchement. Là. Fait que c'est un peu une relation amoureuse avec les réseaux sociaux. C'est très toxique. Et puis les commentaires. Est-ce que ça t'atteint? Est-ce que... mais tu dois tous les lire quand même, mais c'est humain, on a ce réflexe-là, tu sais. Mais des fois, on se dit, ben, coudonc, lui. Quand le profil user 3428 t'écrit, là, j'ai ta toune. Je me rappelle quand La Marée a eu un premier boss. Là, on a commencé vraiment à recevoir beaucoup de commentaires négatifs, tu sais, disant, bon, bref, que c'était de la musique facile, que c'était, tu sais, que j'avais pas réinventé la roue, on s'entend, puis c'était de la musique de IGA, puis que c'était de la musique pour les matantes, que personne allait aimer ça. Tu sais, puis je me rappelle, j'ai testé JP, puis j'ai fait, hey, là, je regrette toutes mes. Je regrette de t'avoir écouté. Puis je me rappelle, il m'a appelé, il m'a parlé dans le casque, puis je pense qu'il va être fier que je raconte cette anecdote-là, parce que pour vrai, il m'a brassé, là. Il a fait, voyons, Phil, come on, là. Il a fait, tu veux faire de la musique, tu veux être au devant de la scène, faut que tu t'attendes à avoir des mauvais commentaires, là, c'est sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, ça va être sur tes shows qu'il va y avoir des commentaires, il va toujours avoir des commentaires négatifs, puis il va toujours aussi avoir du monde jaloux pour parler en mal de toi. Ça fait partie de la game, tu sais, fait il m'a comme appris à en rire, puis vraiment à prendre ça à la légère. Puis vraiment, le pattern que je pense qui a fait en sorte que La Marée a vraiment décollé après ça, c'est qu'on a pris les commentaires négatifs, ça me dit quoi? On les a tournés un peu au ridicule, puis comme, tu sais, plutôt que de rager après les commentaires, puis de parler après, je sais pas moi, Gérard 2, 3, 6, 9... Qui n'explique même pas son vrai nom. C'est ça, il n'y a pas de photo de profil ni rien, qui est comme, hey, c'est de la merde ta chanson. Tu sais, bon, on a repris ça, puis je suis comme, ah ouais, tu penses que c'est de la merde ma chanson? Ben, check bien ça, puis on remettait la chanson dans la merde. Fait que là, les gens, ils restaient surpris, parce qu'habituellement, quelqu'un, tu sais, il va comme un peu débâtir le commentaire, il va bâcher sur lui, c'est comme, ben, moi, plutôt que de faire ça, ben, c'est plutôt, ben, écoute, tu l'aimes pas, ben, je vais t'en faire haïr encore plus, on revoit la chanson encore plus, puis je mettais le volume dans le piton, écoute, ça a fait rire du monde. Écoute, mes TikTok ont passé dans des podcasts, il y a eu des influenceurs qui en ont parlé, parce que ils trouvaient ça drôle. C'est du second degré, tu sais, on en rit, mais... Ah, Seigneur, on a tué la série. Mais ça a fait engendrer encore plus de commentaires négatifs. Puis on refaisait des vidéos avec ça. Puis ça a vraiment marqué les gens. Fait que là, t'as besoin des réseaux sociaux, mais c'est pas un monde idéal, un monde parfait, ça c'est sûr. L'autre côté, les dinosaures, il y a 20 ans, c'était les radios, tu sais.
On peut en parler aussi des relations avec les C'est radios. rendu quoi, les radios? Bon, il y a les quotas, ça peut être bon pour les artistes qui chantent en français. Mais t'as-tu besoin des radios pour vivre? Ça ressemble à quoi actuellement? Comment ça marche? C'est sûr que les radios, tu sais, c'est souvent, contrairement aux plateformes de streaming, tu sais, c'est très payant. On s'entend, les réseaux sociaux, c'est pas payant pantoute. Les streams, on en parlait sur Spotify, c'est 0,004 cents de l'écoute. Ouais. Tu sais, faut que t'en fasses en tabarouette. Je veux dire, moi, j'ai fait 1 million d'écoutes. C'est la première fois que ma chanson Fond de bière, je reviens dans mon argent. J'ai pas encore fait de profit, mais c'est la première fois que je suis remboursé pour tout ce que j'ai dépensé. Ouais. Tu sais, fait que les radios, c'est de quoi? C'est combien 1 million de streams en argent? C'est environ 3-4 000 piastres. OK. Tu sais, c'est quand même pas énorme. Ouais. Quand tu te dis, il faut que tu fasses 1 million d'écoutes pour faire 3-4 000 piastres, mais moi, j'ai mis 1 4-5 000 million, dans la chanson. Ouais, c'est ça. Pour la créer en studio, pour faire la pochette, pour faire tu sais, la promotion, pour faire n'importe quoi, ça m'a pris 3-4-5 000 piastres. Fait que ça, c'est sur les plateformes. Ouais. OK. Mais sur les radios, c'est quand même plus payant. OK. C'est plus payant, sauf qu'en radio, tu sais, tu dépends pas du public. Tu dépends de programmateurs musicaux qui vont aimer ou non ta chanson, qui vont aimer ce que tu fais. Moi, j'ai la chance qu'en région, ça rentre partout. C'est le fun. Pour vrai, le Québec, ça fonctionne. Ça roule vraiment, vraiment fort. Par contre, dans les grands centres, à Montréal, on a de la misère à rentrer. Au début, on comprenait pas tant. On a rentré plusieurs fois sur Énergie. Fait qu'Énergie, merci beaucoup. Je suis pas en train de parler en mal de vous autres. Mais tu sais, souvent, les autres grands centres comme Weekend ou Rouge, le commentaire qu'on avait, c'est « Sa voix est pas radio. Sa voix est pas radio. J'ai une voix trop rauque, trop décalée par rapport à ce qu'ils recherchent. » Fait qu'on se fait fermer les portes. Fait que c'est un peu plate parce que sur les réseaux sociaux, on est hyper présent. Le monde me reconnaît dans la rue. Tu sais, ils me connaissent. Sauf que il y a comme 2-3 big boss en haut des radios qu'eux, ils trippent pas tant sur ma voix, fait qu'on se fait fermer les portes un petit peu. Mais j'ai aucune haine envers vous autres en passant, c'est juste que... Ça marche de même, c'est la réalité. clair, là. Mais on en voit plein, c'est pas le phénomène K-pop, là. Je sais pas si t'as vu. oui. Là, l'histoire que ça l'a explosé avec c'est gros, ça va. Mais ces 3 filles-là, ils ont toujours, ça fait quoi, une dizaine d'années qu'ils essaient de percer, puis ils se faisaient dire non, puis là, à un moment donné, la chanson explose, puis crime, c'est la chanson du moment. Tu sais, à quel point ces filles-là, les autres qui ont dit non, ils se disent, OK, attends un peu. Quelle erreur j'ai faite, là, par contre, tu sais, de pas donner une chance. Mais tu sais, des fois, à force de tellement fonctionner sur les réseaux sociaux, là, ça comme force les programmateurs à le faire jouer aussi, parce que souvent, c'est une question d'influence. Ouais. Quand tu vois que ça fonctionne tellement bien chez d'autres, ben là, tu veux le mettre chez vous pour que ça fonctionne. Fait que tu sais, là, on est rendu que là, on commence tranquillement à les avoir, les programmateurs, vu qu'on voit que Fond de bière, ça a tellement bien marché, ils commencent à se dire, OK, il y a un public qui écoute ça, là, c'est important qu'on le fasse rentrer. Mais sinon, tu sais, avant ça, la marée, ça avait pas rentré pantoute, tu sais, on a eu de la misère à le faire rentrer. Tu sais, il y a aussi l'étiquette comédie musicale qui est un peu plus dur à faire rentrer. Tu sais, comédie musicale à radio, on est dans 2 mondes complètement différents. C'est rare que tu vois les artistes de comédie musicale passer à la radio, à part à quelques exemples. Mais même là, aujourd'hui, quelle comédie musicale que tu entends passer à la radio, tu sais, ou que tu entends des jeunes, ben, du monde de comédie musicale passer à la radio, c'est plus rare aussi. C'est comme 2 mondes, 2 étiquettes qui fonctionnent pas nécessairement ensemble. Donc ça aussi, ça me rend un peu la vie plus compliquée pour les radios. Mais c'est bien complexe. Ouais, c'est sûr. Puis là, tu as fait des spectacles, ça, la comédie musicale, on en parle un peu. Moi, j'ai plein de questions sur la comédie musicale. Vas-y. Je suis prêt. Non, je sais que ça va intéresser. Luc Plamondon, il est bien fin. Oui, il est fin. C'était ma première question. Je sais, il y a des articles qui en ont parlé, t'en as parlé dans tes vidéos, mais en étant en Chine, t'étais littéralement une vedette sur place là-bas. Pour eux, c'est un phénomène, Notre-Dame de Paris. Comment tu l'as vécu? Puis comment ça s'est passé à la base? C'est un gros mot. Oui, c'est vrai. On peut y aller déjà. La question est bonne, mais moi, je veux savoir, je connais rien. Ça a été la plus grosse aventure de ma vie. Ça a été probablement la plus dure, je dirais, mais la plus éducative aussi. J'ai tellement appris, j'ai tellement été confronté à des situations que je suis pas habitué au quotidien. On m'a sorti de ma zone de confort, mais tu sais, j'ai tellement appris à travers cette aventure-là. C'est vrai qu'au niveau culturel, ça a été très, très, très dépaysant, si on se le cachera pas. Vivre là pendant 1 mois, c'est le fun. Là. Mais imagine-toi 1 an loin de chez vous, dans un pays qui est quand même à l'opposé de chez vous. Il y a aussi le 12 heures de décalage horaire. Mais aussi, ils ne parlent pas ta langue, c'est compliqué. Tout est plus compliqué, surtout que moi, j'ai de la misère à parler anglais. Je suis pas très, très bon en anglais non plus. Fait qu'imagine, eux, ils ont de la misère avec le français, mais quand t'arrives, moi, avec... non plus, oui, faut le dire, là. Imagine, moi, avec mon accent québécois, j'arrive là-bas, hey, j'ai-tu de la misère à me faire comprendre, ça n'a pas de bon sens. C'est complexe, puis c'est vrai que, on s'entend vivre isolé dans une chambre d'hôtel pendant 1 an.
à l'autre bout du monde. C'est vrai que c'est complexe. Ça a été complexe. Aussi de rester très actif au Québec, ici en même temps, ça a été complexe. Puis de toffer toute la run de show. On change de ville à chaque semaine. Il faut toffer 8-9 shows par semaine. C'est super demandant. 8-9 shows par semaine. Puis quand tu sors de ta chambre d'hôtel... Dans une semaine, il y a 7 jours, on le rappelle. Oui, effectivement. Okay. On fait 2 jours avec des doublettes, hein, imagine. Okay. C'est même 2-3 jours souvent parce qu'on a une journée de congé, puis c'est la journée où tu changes de ville. Fait imagine, c'est dur sur le corps, c'est dur sur le mental. T'es loin de chez vous, tu sais, veux pas, tu sais. Fait qu'en plus, tout est dur en général. Puis quand tu sors de ta chambre d'hôtel, ben il y a des fans qui sont là. Fait que t'as des Chinois qui sont là. Ils sont là, ils veulent prendre des photos, ils veulent signer avec toi. Quand j'allais au déjeuner à l'hôtel, t'avais pas la paix. Je veux dire, c'est le fun pendant 2-3 mois. Oui. Mais, à la fin de l'année, là, écoute, moi, la dernière semaine, quand il y avait une file, il y avait quelqu'un qui me reconnaissait, qui venait prendre une photo avec moi, ben là, les autres, il y a une file, puis ça finit plus. Puis, écoute, combien de fois je me suis retrouvé on s'entend, moi, je me lève tard, on se couche tard aussi, puis le déjeuner finit à 10h. Fait que moi, j'arrive pour déjeuner à 9h, sauf que là, ben, il y a des fans qui viennent prendre des photos, qui viennent prendre des trucs. Puis là, j'arrive, puis là, il est déjà 10h, monsieur, désolé, vous devez quitter, mais j'ai même pas eu le temps de manger. Ça a été comme ça pendant 1 an. Puis à un moment donné, ça a été comme... Tu fais comme une overdose de ça un moment donné. Puis pour vrai, sur le corps, sur le psychologique, ça a été dur. Je pensais pas le vivre autant difficilement, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bons côtés à cette tournée-là, mais c'est vrai que ça forme un caractère. Franchement, ça forge un caractère, pardon. Mais t'as dû faire, tu l'as dit, il y a vraiment eu un clash entre la culture d'ici et la culture de là-bas. Entre autres, sur tout ce qui est la vision du végétariat. Au Québec, on ne veut pas s'immerser dans la vie un petit peu, mais pas à ce point-là. On n'est pas fan au même niveau qu'eux, surtout mais en même temps, eux, ils sont vraiment très, très, très fans. On recevait des cadeaux, on recevait des affaires. Au début, tu dois dire, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, OK, plus ça va. C'est sûr que c'est le fun, mais... C'est vraiment le fun au début. Au début, crime, moi, je viens de la Malbaie. Du jour au lendemain, hey, tu vas dans la rue, puis le monde te crie après, ils veulent des photos, ils te laissent pas marcher. Ils veulent prendre des photos avec toi. Tu vois ton nom circuler sur les médias chinois et tout ça. Tu trouves ça le fun? Mais quand t'es revenu en même temps, tu t'en ennuyais-tu de ça, de crime? OK, t'es où? Pas pantoute? Pas pantoute. Pantoute? Pas pantoute. Pour vrai, un moment donné, t'arrives où c'est le fun d'avoir la paix. Juste d'avoir... Surtout, moi, j'ai grandi en région. On était juste dans des grandes villes, parce qu'il y avait tellement de monde. C'était tout le temps plein, tout le temps des bouchons. Il y a tellement de monde. C'est bruyant. Écoute, on était dans des villes, là, c'était quelque chose. Là. Puis, de revenir, je m'ennuyais de chez nous. Franchement, je m'ennuyais de chez nous, vraiment. Juste d'avoir, comme, mon petit chez nous. Dans la région, d'avoir mon petit bout de fleuve, hey, ça m'a manqué en tabarouette. Vraiment. Mais quand même, cette tournée-là t'a apporté beaucoup de positifs, c'est sûr. Puis, considères-tu avoir touché ta juste part du succès que ça a été en Chine, côté, c'est ça? Monétaire, on y pense tout le temps, là, mais trouves-tu que c'est... Oui, c'est bien, ouais? Oui, quand même. Tu sais, ça a été une belle expérience. Tu sais, j'ai gagné beaucoup aussi à travers tout ça. C'est sûr que ça a été un revenu fixe, pendant l'année. Fait que, tu sais, pour vrai, moi, j'ai pas été à plaindre. Tu sais, en plus, on s'entend, l'hôtel est payé. C'est un revenu fixe, fait que ça, tu savais à base. Si ça pognait, bon, t'étais peut-être un petit peu perdant, mais si ça pognait pas, c'était fixe quand même. Fait que toi, tu jouais safe, peu importe ce qui se passait avec ça. Moi, je l'ai payé un prix fixe à la semaine. Fait que peu importe le nombre de shows qu'on faisait, peu importe que le show se vende ou pas, moi, j'étais quand même payé au même revenu à la fin de la semaine. Fait que pour moi, il n'y avait pas vraiment d'impact à ce niveau-là. Mais tu sais, ça a été un succès tout le long. Là. Je veux dire, il n'y a pas une ville que je me dis... Tu sais, il y a peut-être une seule ville où je me rappelle, on était un mardi soir, puis là, on avait comme 60% de la salle. Mais c'est la seule fois. Le plus bas, ça a été 60%. Ça a été la seule fois. Parce que, tu sais, mais on était dans une petite ville de 2 millions d'habitants. Toute petite ville. Tu sais, mais c'est la seule place où ce que je me rappelle, parce que là, on s'attend un mardi soir en plus. Tu sais, je veux dire, c'était pas non plus la fin de semaine. C'est la seule fois que ça s'est pas vendu. Sinon, écoute, on était sold out tout le temps. Puis même quand c'était sold out, il y avait du monde qui nous suivait quand même à toutes les places. Ils n'avaient pas de billets. Ils n'allaient pas voir le show, mais ils attendaient en arrière qu'on vienne jusqu'au théâtre, qu'on ressorte, pour prendre des photos, pour discuter avec nous. Puis ils étaient tellement fans qu'ils venaient à toutes les fois. Il y en avait qui achetaient des billets pour toutes les soirées, mais ceux qui ne pouvaient pas se le permettre venaient comme 1 ou 2 fois par semaine, quand même. 1 ou 2 fois par semaine. Puis ils venaient à tous les soirs, quand même, à tous les jours. Puis ils venaient, ils attendaient à la porte. Écoute, ils spottaient l'entrée des artistes. Puis ils nous attendaient là. Fait que, juste pour rentrer, il fallait passer à travers des dizaines de personnes. Puis pour sortir, même affaire. Puis dans les plus grosses villes, on sortait à travers des centaines de personnes. C'était terrible. C'était terrible. Là. Il nous fallait des gardiens de sécurité. C'était fou. Là.
Raconte-nous la fameuse anecdote où t'as sacré sur scène devant de nombreux Chinois. Notre-Dame de Paris, vous le faites en français. Elle est déjà connue quand même. Non, Un café de café, ça va faire du bien, ça, un petit café Tim. Mais ça, c'est vraiment très, très drôle parce que depuis le début, tu sais, les Chinois, ils rient un peu de moi, mais c'est pas méchamment, mais ils se moquaient un peu de mon accent, puis tout ça. C'était en français, c'était en anglais. C'était en français qu'on chantait, tout ça, mais tu vas comprendre. C'est drôle, pareil. Mais ils se moquaient un peu de moi parce que, bon, ils trouvaient ça drôle comment je parlais, parce qu'ils avaient appris un peu le français, mais quand je parlais, ils comprenaient pas mon français. Fait que c'était plus compliqué. Puis à un moment donné, on arrive, à chaque début de semaine, on avait un fan meeting, la journée avant le premier show, souvent la journée même. Puis on était comme les chanteurs principaux, puis on allait faire comme des événements publics, où on vendait le show, puis bref, il y avait des caméras, des télés locales et tout ça. Puis, bon, oui, on chantait des chansons, mais ils nous faisaient faire des petits jeux, souvent, que eux décidaient, nous poser des questions sur nos personnages et tout ça. Puis là, à un moment donné, dans une place, ils nous disent, vous allez répéter des phrases en chinois. Mais écoute, on est tous les chanteurs, moi je suis le dernier à passer. Les autres, c'est tous des Français, c'est tout du monde qui. En tout cas, tout du monde qui parle un minimum chinois, ou bref, tu sais, ils parlent le mandarin, pardon. Et ils sont tous bons pour répéter la phrase, mais écoute, moi j'arrive à la fin, je massacre leur phrase, ça n'a pas de bon sens, ça fait rire. On fait quand même quelques phrases comme ça. Puis à la fin du jeu, écoute, moi j'ai pris le lead. C'est la première fois que j'ai pris le lead et je me suis accoté le coude pour le dire. J'ai pris le lead, j'ai dit c'est à mon tour. Écoute, c'était pas du tout prévu. La fille, elle me regardait avec les yeux bien ronds, celle qui animait tout ça. J'ai dit, là, c'est à mon tour. You will repeat after me. Écoute. Là, you will repeat after me, I said, là. Tu sais. Fait que là, je leur dis, tout le monde va répéter ensemble, tabarnak. Hey, 300 Chinois qui disent tabarnak en chœur, ça, je l'ai trouvé drôle. Puis là, après, ben, tout le monde trouve ça bien drôle. Ils sont comme, waouh, mais c'est quoi ce mot-là? Et l'animatrice me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hey, là, je filais tu cheap. It's in the church. Écoute, it's a traditional word. But not a good one. Écoute, la production était vraiment fâchée après moi. Non, pour vrai, la prod m'a... Écoute, quand je suis revenu au théâtre après ça, il y a le producteur qui vient me voir, il fait comme, tu sais, peut-être la prochaine fois, tabarnak, on évite, là. Ouais. On évite, là. C'est peut-être pas le bon mot à leur faire apprendre. Ouais, non, mais ça donne... C'était hilarant. Puis écoute, puis pour finir avec l'anecdote, parce que c'est allé plus loin que ça, parce qu'après ce mot-là, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux chinois. Il y en avait qui l'avaient filmé, puis c'est devenu viral sur le réseau à eux. Là, veux pas, con, j'allais signer des trucs avant ou après les shows, ben les gens me faisaient signer tabarnak dans leur livre. Puis là, à un moment donné, il y a une fille, mais ça, c'est hilarant, elle était super fan de moi. Puis là, elle me dit, peux-tu me signer tabarnak là? Là, j'ai fait tabarnak. Elle, écoute, en gros, 7 majuscules. Hey, peut-être quelques jours après, elle revient, elle l'a tatoué sur le bras. Ah non. Hey, ça, là, je me suis senti un peu mal. Mais je me suis dit, OK, là, la joke, elle va un petit peu trop loin. Ouais. Ça fait penser à tous les Québécois qui ont des signes chinois. C'est quoi? Ils n'ont aucune idée, tu sais. Exactement ça. C'est exactement ça. Ah, ça me fait rire. C'est des bonnes anecdotes comme ça. Très cool. Fait que là, t'es revenu au Québec depuis combien de temps? Un petit 2 mois. Ouais, un petit 2 mois et demi que je suis revenu. Ah ouais, quand même. Déjà. Ouais. Ça passe vite. Ouais, vraiment. Parle-nous de ce qui s'en vient pour toi, parce que bon, tu l'as dit, là, le fond de bière en Europe, c'est un succès inespéré. Même que certains YouTubers de renom t'ont approché. Aminex. Donc, parle-nous un peu de comment ça s'est fait puis du buzz autour de tout ça. Écoute, c'est tellement soudain parce que moi, quand j'ai écrit la chanson, je me doutais pas qu'en France, ça allait avoir que ça allait vraiment résonner chez eux. Surtout que c'est vraiment une chanson québécoise. Je veux dire, c'est pas comme si je mettais l'accent nécessairement. J'aime les Champs-Élysées. Alors, il y a pas de ça. Là, on est loin de l'accent international. Ouais. Fait, je m'attendais pas à ce que ça pogne. Mais à un moment donné, on a posté une vidéo. Je me rappelle, j'étais en Chine. Puis là, je vois que le grimpeur fait juste monter. Le compteur fait juste monter, pardon. Le compteur fait juste grimper. Et écoute, je me suis couché, je l'ai posté à la veille. Puis je me suis levé le lendemain matin. Puis là, je voyais que mon téléphone avait des notifications comme ça, pas de bon sens. Puis il y avait notre GP national qui me texte, Phil, va voir ton TikTok, va répondre aux commentaires. Là, il y a quelque chose qui se passe. Et écoute, la vidéo que j'avais postée il y a à peine 12 heures venait de faire 150 000 écoutes. Là, on fait OK, là, il se passe de quoi de spécial avec la chanson. Sauf que là, on regarde des commentaires, puis on regarde les statistiques, on regarde le pourcentage. On voit que sur le 150 000 écoutes, il y a 40% c'est canadien, mais le 60% c'est européen. Comment ça s'est rendu? On comprend pas. Tu sais, c'est la première fois que ça m'arrive, on comprend pas vraiment.
Et on continue avec les vidéos, puis là, on voit que les Français arrivent à la pelletée. Puis là, mon nombre d'abonnés commence à monter quand même extrêmement rapidement sur TikTok surtout. Puis là, je vois sur Instagram que le YouTuber Amixem s'abonne à moi. Mais écoute, Amixem, il y a 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. Il y en a presque 10 millions sur YouTube. Moi, je l'écoutais quand j'étais ado. Là. Je veux dire, j'écoutais ça sur mon téléphone, sur YouTube. Je suivais ça, je trouvais ça le fun quand j'étais jeune. Fait que, hey, j'étais impressionné, mais je me dis, bon, on va se pas parler, mais c'est bien le fun, c'est quand même plaisant. Et là, l'autre jour, vraiment par pur hasard, peut-être un mois de ça à peine, il y a un autre YouTuber qui s'appelle Rivenzi qui fait un live Twitch. Écoute, un gros live, c'était pour ramasser des dons pendant 24 heures. C'est plein de YouTubers ensemble qui se sont rassemblés en Europe. Et c'est un gros événement là-bas. Et là, il est comme en live avec un autre YouTuber qui s'appelle Ponce Fleur, quelque chose comme ça. Et là, il me dit, faut absolument que je te fasse découvrir un artiste. Il est tout le temps sur ma For You page, sur TikTok, tout ça. Il s'appelle Philippe Tremblay. Puis là, il rit gentiment de moi, disant que je suis propriétaire de ben des chemises carottées, puis que j'ai du Québec. En tout cas, il une belle gueule. Ouais. C'est ça. Il parle de tout ça, puis tu sais. Là, les deux changent un peu de moi, puis ce segment-là, il l'enlève et il le met vraiment aussi comme un reel sur Instagram et une vidéo sur TikTok. Juste ce segment-là. Okay. Juste ce segment-là. Et là, je vois que plein de monde me tag dans cette vidéo-là. Fait que je la vois passer, puis là, je me dis, hey, c'est le fun, ça, tabarouette. Fait que là, je fais une vidéo, puis je réagis à ça, puis je trouve ça bien plaisant. Puis là, à un moment donné, je vois que Rivenzi fait une deuxième vidéo pour suivre à ça. Puis là, il est toujours en live sur Twitch. Et là, il dit à ses abonnés, vous ne croirez pas qu'il m'a envoyé un message. C'est Amixem qui m'a envoyé un message, le premier YouTuber qu'on parlait au début, il y a pas longtemps. Et Amixem lui a envoyé un message vocal. Il l'écoute en live sur Twitch. Puis là, c'est Amixem qui lui dit en message vocal, moi, je suis très fan de Philippe Tremblay. J'espère que la vidéo que vous avez faite, c'était du premier degré, que vous n'étiez pas en train de rire de lui, quoi que ce soit, parce que moi, j'aime vraiment ce qu'il fait. Je suis fan de Philippe Tremblay. Hey! C'est un statement. Il fait la vidéo, puis il pose ça aussi, ce segment-là, sur Instagram et TikTok. Moi, je tombe là-dessus. Puis là, je me dis, hey, ça, c'est le fun. Mais ça, c'est pour vrai, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe avec tout ça. Je décide de faire une vidéo. Là, je me dis, là, je réagis, je veux pas au fait qu'Amixem est fan de moi. Puis mon hook, c'est vraiment ça. C'est, il paraît qu'Amixem est fan de moi. Et là, je continue la vidéo, puis je dis à la fin, qu'est-ce que vous en penseriez si, avec Amixem, on faisait un feat? Je lance le défi à Amixem, taguez-le dans les commentaires, on se fait un feat country assumé en français. Puis, tu sais, pour lui, c'est une première, il n'a jamais fait ça. On lance le défi dans l'univers, puis on voit ce que ça mène. Écoute, la vidéo a popé, ça a fait des centaines de milliers d'écoutes. Ça a peut-être même pas pris 3-4 heures, après que tout le monde l'ait tagué en masse. Écoute, il m'écrit sur Instagram, il dit « Je suis chaud, voici mon numéro de téléphone. » Voyons donc. Écoute, je tripais. Écoute, il m'a acheté sur WhatsApp, on a commencé à s'appeler, tout ça. Puis il me dit « Écoute, dis-moi, j'adore ce que tu fais, je suis game d'embarquer dans ce projet-là. » Allons-y. Fait il me laissait carte blanche, on a parlé un peu de ce qu'on voulait parler. Il m'a laissé écrire la chanson. Puis je viens de lui envoyer justement le démo il y a quelques jours de la chanson. Il tripe sur la chanson. Je pense aussi que c'est une maudite bonne tune. Franchement, je suis quand même très confiant du résultat final. Je l'ai travaillé en tabarouette, cette chanson-là. Pour vrai, j'étais dans mon bureau enfermé. Ma blonde, fallait pas qu'elle me dérange parce que là, j'étais comme cette chanson-là peut changer, peut vraiment me donner un boost sur ma carrière. Faut vraiment pas que je me rate là-dessus. Fait que je pense que je me suis pas trompé. À date, il aime beaucoup le concept. Tu sais, lui, c'est un gars qui fait beaucoup d'humour. Fait qu'il fallait il chante pas pantoute. Ben, il chante un peu. Ouais, il chante un peu. Tu sais, comme il m'expliquait, il joue du piano, il joue un peu de la guitare aussi. Fait que, tu sais, il a l'oreille musicale. Ça, il a l'oreille musicale, fait qu'il est capable de chanter. Tu sais, je me suis pas cassé la tête d'un note, on s'entend. En country, ça va être l'accent. Ouais, on s'entend. Il rit d'autres accents, là, mais tu sais, en France. Tu sais, faut rire un peu à travers de tout ça. Il faut rire de ça un peu dans la chanson. Fait que, je pense pas m'être trompé sur la chanson. Je pense que c'est une super de bonne tune. Mais, encore une fois, je suis qui pour juger de ça? Je pense que je vais laisser ça au public quand ça va sortir, de juger vraiment. Mais on voit ton sourire, là. T'as l'air confiant. Mais je suis vraiment prêt à aimer avec cette chanson-là. Je pense vraiment que ça peut être une super de bonne tune. Je pense vraiment que ça peut marquer. Puis je pense surtout que ça peut vraiment nous donner une belle ouverture en France parce que le country commence à se faire connaître en France. Ils aiment de plus en plus la musique québécoise. Je sens qu'il y a un public pour ça parce que de plus en plus, on se fait demander des dates de spectacle en France et tout ça. Fait que je pense vraiment que cette chanson-là peut être la porte vraiment vers l'Europe, mais vraiment à 100%. Surtout avec le reach qu'a Amixem en ce moment. C'est un super de bon gars. Pour avoir jasé avec, c'est un amour. Il est vraiment super gentil. Je pense vraiment que d'aller avec ça peut vraiment être un super de bon projet. Mais en tout cas... Il y a un bon filon devant toi. Vraiment. Tu sais, genre... L'histoire est
succulente. Ah ouais, Excellent, vraiment, vraiment. Ouais. Fait que je pense vraiment que ça va être Sens-tu que t'es à très peu de toucher vraiment l'espèce de statut ou de OK, là, tu sais. Je te passe à l'autre niveau. Ouais, c'est ça. Hey, écoute, je sais pas, parce que, tu sais, je touche du bois, là. Pas trop fort. Ouais, pas trop fort, c'est du bois vide. Mais, tu sais, je pense que tranquillement, pas vite, on fait vraiment notre marque. Tu sais, je le sens tranquillement, pas vite. Je veux pas dans le domaine, je commence à parler avec de plus en plus de gens. Tu sais, je le vois surtout depuis Fond de bière. Beaucoup de gens du domaine m'ont approché récemment dans les derniers mois. Donc, je pense que, tu sais, je peux pas être confiant que ça va fonctionner, puis dans les prochains mois, on va tout péter. Tu sais, je peux pas garantir ça. Tu sais, on a eu un bon succès avec Fond de bière, c'est vrai, mais faut quand même assurer une continuité, puis il faut faire mieux encore. Fait que, tu sais, il faut pas se planter. Tu sais, il suffit juste que, c'est facile d'être oublié dans cette industrie-là, de retomber Ça t'est arrivé, à zéro. Jérôme. Oui, souvent, j'étais... On le sait, j'étais un grand chanteur. C'est vrai, tu veux pas être tombé, c'est ça, comme un has-been, mais t'étais pas là pendant tout, là, mais je veux dire, c'est quand même facile là, Mais oui, dans ce exactement. milieu-là. Là. On a beau être sur une pente montante pour l'instant, c'est quand même facile de redescendre. Fait on peut jamais gager que ça va fonctionner. Je pense qu'on est bien parti, mais tu sais, je pense que, me connaissant, je pense que même qu'on va être établi, en grosses guillemets, même qu'on va être rendu à remplir des salles, des festivals, je pense que même là, je vais jamais me considérer comme un artiste établi. J'ai encore un peu de misère avec cette optique-là. Dans ma tête, moi, je suis encore le petit gars dans son sol à Malbé. Fait que j'ai comme un peu de misère à visualiser ça encore. On va passer un message, c'est important, tu l'as nommé au début, le Festif de Baie-Saint-Paul. Oui. C'est le temps que tu le fasses. Hey, le Festif de Baie-Saint-Paul. Clément et... regarde la caméra, regarde là. Celle-là. Festif de Baie-Saint-Paul. Cette année, c'est le temps. Je suis en plein booking pour 2026. Puis je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense que je pourrais vous emmener un super de bon show. Fait que contactez-moi. Là, je vais vous mettre ici le contact, mon contact pour le booking. Là. JS va s'occuper de ça avec grand plaisir. Là. Et franchement, je pense que ça pourrait être super le fun. Je pense que les Charlevoisiens vont aimer ça aussi. J'ai un nouveau spectacle. On l'annonce bientôt justement pour 2026. Puis je pense qu'on peut mettre un mot du bon party par chez vous. Je pense que les Charlevoisiens vont aimer ça. Puis ça va faire un peu de diversité. Ça va être aussi un peu de régional aussi à travers tout ça. Fait que contactez-moi, Clément, et excuse-moi, j'ai oublié le nom de l'autre, je suis vraiment désolé, mais j'ai ton visage en tête. Ça allait bien jusque-là. Ça allait bien jusque-là, mais en tout cas, contactez-moi. Là, tu seras pas pris, là. Là, je serai plus pris, là. Philippe Tremblay, merci beaucoup. Merci à vous. Dans ta tête, t'étais encore le petit gars dans ton sous-sol, mais là, aujourd'hui, t'étais le grand gars dans notre sous-sol, dans le podcast. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. On regarde le contact, c'est sûr. Bonne chance, Philippe. Merci beaucoup, les boys. Merci. 5h15 quand le réveil sonne, je me dis encore que la journée va être bonne. C'est pas un autre café aux frettes qui va me prouver qu'il faut que je prenne la vie du bon côté. Et en retard pogné dans le trafic, comment veux-tu que je fasse pour arriver ici? Quand j'ai plus une scène en poche, que je vis sur le crédit d'un bonheur éclipsé. Mais quand j'y en pense à ma vie, il manquerait pas grand-chose. Puis je call off aujourd'hui, vous la connaissez. Ça prendrait un feu de camp, fond de bière sur le bord de la mer. Des vieux chums puis repartir en arrière. J'attends pas qu'on me garde les pieds sur terre. Les meilleures histoires naissent dans la poussière. On chantera jusqu'au lendemain. Nos meilleurs, nos refrains puis de loin. Ça prendrait un feu de camp, fond de bière sur le bord de la mer. Avant de partir en poussière. Hey!